Au cours de l'été 1802, un ordre direct et silencieux résonna dans les couloirs du ministère de la Police à Paris, sous le régime de Napoléon Bonaparte. Il ne s'agissait pas d'un décret de guerre contre une nation, mais d'une guerre contre une mémoire. Des partitions originales, des registres de duels d'escrime et des documents militaires concernant l'un des hommes les plus brillants que la France n'ait jamais connu devaient être confisqués, cachés ou, de préférence, réduits en cendres. Le nom de cet homme était Joseph Bologne, le chevalier de Saint-Georges. Pendant des décennies, son héritage fut enterré sous le poids du racisme systémique, jusqu'à ce qu'au milieu des années 1990, un ensemble de lettres et de journaux appartenant à un ancien maître d'armes de la garde royale soit retrouvé dans une malle moisie dans les sous-sols d'un vieux conservatoire à Paris. Ces registres, écrits avec l'urgence de celui qui savait que la vérité était en train d'être assassinée, révèlent le cas d'un homme dont les capacités défiaient la logique de la supériorité blanche qui soutenait l'Empire français. Joseph n'était pas seulement un musicien. Il fut l'un des premiers colonels noirs de l'armée française et l'un des plus grands escrimeurs d'Europe. Mais pourquoi l'histoire officielle a-t-elle tenté de l'effacer avec une telle fureur? Notre périple commence très loin de l'éclat de Versailles, sur une île où l'air est rythmé par l'alizé et la sève de la canne à sucre. Joseph Bologne naquit le jour de Noël 1745 sur l'île de la Guadeloupe, une colonie française des Caraïbes. Il était le fruit d'une union qui, selon les lois de l'époque, n'aurait jamais dû exister. Son père était Georges de Bologne-Saint-Georges, un riche aristocrate et propriétaire terrien. Sa mère était Nanon, une femme d'origine africaine, probablement sénégalaise, considérée comme la plus belle parmi les esclaves de la plantation. Bien que Joseph soit né libre par la volonté de son père, il vint au monde sous l'ombre du Code noir, cet ensemble de lois brutales qui définissait les personnes noires comme des biens meubles et leur niait toute trace d'humanité. Nanon, sa mère, était une figure de résistance silencieuse. Elle ne possédait pas de titre, mais elle avait une noblesse que Joseph allait hériter. Les registres de la plantation, rares et superficiels, décrivent un Joseph enfant doté d'une coordination motrice et d'une perception auditive qui laissait perplexes les commandeurs et les guérisseurs locaux. On racontait qu'à l'âge de 5 ans, le garçon n'écoutait pas seulement la musique des célébrations secrètes des esclaves, mais qu'il parvenait à anticiper le rythme avant même que le premier tambour ne soit frappé. Il y avait une intensité dans ses yeux, un regard qui semblait traverser l'horizon en quête de quelque chose que les Caraïbes ne pouvaient offrir. Son père Georges, dans un acte d'une rare audace, ou peut-être poussé par un pressentiment de la grandeur de son fils, prit une décision qui scandalisa la colonie. Il emmènerait Joseph, et plus tard Nanon, en France, pour lui donner l'éducation réservée aux princes. L'arrivée de Joseph à Paris à l'âge de 7 ans fut un choc thermique et social. Le garçon noir à la peau couleur cajou et à la posture impeccable débarqua dans une métropole qui ne voyait les gens comme lui que comme des curiosités ou des serviteurs exotiques. Pourtant, le jeune Joseph ne se comportait pas en curiosité. Il se déplaçait avec la grâce de celui qui connaissait déjà les salons de marbre dans une vie antérieure. Son père l'inscrivit dans l'élite éducative de Paris. Mais c'est à l'Académie d'armes de la Boëssière que le véritable phénomène Saint-Georges commença à se manifester. La Boëssière, le maître d'escrime le plus respecté du royaume, nota dans ses mémoires qu'il n'avait jamais vu un élève comme Joseph. Le garçon possédait des réflexes que la science de l'époque
ne parvenait pas à expliquer. Ces mouvements n'étaient pas seulement rapides, ils étaient anticipés. Il ne se bat pas avec son corps, il se bat avec son esprit, écrivit la Boëssière. L'élite blanche de Paris, d'abord moqueuse, fut bientôt saisie d'effroi. Comment un jeune métis pouvait-il vaincre les fils des ducs et des généraux avec une telle facilité? L'intelligence de Joseph à l'escrime était une insulte vivante à la théorie de l'infériorité noire. Il brisait le système par sa simple excellence. À 13 ans, Joseph Bologne était déjà considéré comme l'un des meilleurs escrimeurs de France, mais il était sur le point de révéler que son génie avait une seconde facette, encore plus dangereuse pour les oreilles aristocratiques: le violon. Pendant que son nom devenait un murmure de crainte dans les académies d'escrime, un nouveau son s'échappait des fenêtres de sa résidence rue de Richelieu. Joseph troqua quelques heures par jour le fleuret pour l'archet du violon. Ses contemporains, dans des journaux restés secrets pendant des décennies, décrivaient sa maîtrise de l'instrument comme relevant du surnaturel. Le célèbre compositeur François-Joseph Gossec, qui dirigeait alors l'avant-garde de la musique symphonique française, devint un observateur privilégié. Gossec nota que Joseph n'apprenait pas la musique. Il semblait se remémorer un langage qu'il maîtrisait déjà dans une autre existence. La même précision mathématique et les mêmes réflexes que Joseph utilisait pour désarmer ses adversaires à l'escrime s'appliquaient aux passages les plus complexes du violon. À ce stade, le chevalier de Saint-Georges n'était plus seulement un prodige mulâtre. Il était une force de la nature qui défiait les fondements de la société française. En 1769, Joseph intégra le Concert des amateurs, l'un des orchestres les plus prestigieux d'Europe. Très vite, il en devint non seulement le premier violon, mais aussi le directeur. Sous sa baguette, la musique française atteignit un niveau de discipline et de vigueur inédit. Mais le génie a un prix, surtout sous le régime du Code noir. Joseph fréquentait les salons des Lumières, côtoyant Voltaire et Rousseau. Pourtant, beaucoup de ces philosophes soutenaient encore, en privé, que l'intelligence était un don exclusif de la race blanche. Saint-Georges était la preuve vivante qu'ils avaient tort. Chaque note de ses concertos pour violon était un coup porté aux préjugés de l'époque. C'est durant cette période qu'il attira l'attention de la personne la plus puissante et la plus tragique de France, la reine Marie-Antoinette. Des documents suggèrent une admiration mutuelle défiant les protocoles de Versailles. Saint-Georges était un invité fréquent des appartements privés de la reine, jouant du violon tandis qu'elle l'accompagnait au clavecin ou au piano. Imaginez la scène dans les couloirs de Versailles, où le racisme était la norme. Une reine autrichienne et un musicien noir de Guadeloupe, partageant partitions et secrets musicaux. Cette intimité rendit la cour furieuse. Des pamphlets anonymes et cruels commencèrent à circuler, le dépeignant comme un monstre exotique envoûtant la monarchie. La tension culmina en 1776 avec l'affaire de l'Opéra de Paris. La direction de l'Académie royale de musique, l'Opéra de Paris, devint vacante, le poste musical le plus prestigieux de France, voire d'Europe. Joseph était le candidat évident, meilleur violoniste, chef respecté, compositeur populaire. Louis XVI était enclin à le nommer, influencé par Marie-Antoinette. Mais le système contre-attaqua violemment. 3 des principales cantatrices, dont Sophie Arnoul, soutenue par d'autres artistes, adressèrent une pétition à la reine. Leur honneur et leur conscience ne leur permettraient jamais de se soumettre aux ordres d'un mulâtre. Elles préféraient voir l'opéra fermé plutôt que dirigé par un homme noir. Joseph,
qui avait vaincu les meilleurs d'Europe et enchanté les oreilles les plus exigeantes, se heurta à une barrière que ni son épée ni son violon ne pouvaient franchir. Le roi céda face au scandale potentiel. Joseph fut écarté. Cette injustice ne fut pas seulement professionnelle. Ce fut un rappel brutal qu'aux yeux de beaucoup, il restait une propriété qui était allée trop loin. Sa réponse fut silencieuse mais profonde. Il ne se retira pas. Il s'engagea dans la franc-maçonnerie, où il transforma son art en outil d'idées égalitaires. Puis vint 1789. Alors que la Bastille tombait, Joseph comprit que ses partitions ne pouvaient faire taire le bruit des chaînes dans les colonies. Il s'enrôla dans la garde nationale et, en 1792, il prit le commandement de la Légion nationale des Américains et du Midi, plus connue comme la Légion Saint-Georges, une unité composée en grande partie d'hommes noirs et mulâtres libres des colonies. Pour la première fois en Europe moderne, plus de 1000 hommes marchaient sous les ordres d'un officier noir. Colonel Saint-Georges, il dirigea ses hussards avec un calme légendaire, remportant des victoires notables. Ces hommes le décrivaient comme un chef mystique, capable d'anticiper les mouvements ennemis comme il anticipait les notes. Mais à Paris, une ombre grandissait, celle de la Terreur, puis de Napoléon. Accusé d'être trop lié à l'ancienne monarchie, Joseph fut destitué et emprisonné 18 mois durant la Terreur. Même en cellule, il enseignait la musique et philosophait avec ses co-détenus. Libéré, il retrouva une France changée. Joseph tenta de reprendre du service, mais ses dossiers furent effacés, sa musique bannie des grands théâtres. Il mourut le 10 juin 1799 dans l'oubli relatif, jouant dans de petites salles pour des admirateurs secrets. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage dans les colonies. C'est un coup terrible contre la mémoire du chevalier Saint-Georges. Le véritable assassinat survint après sa mort. Napoléon, craignant que la figure de Saint-Georges n'inspire des révoltes, comme celle de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, ordonna la destruction systématique de ses traces. Pourtant, la vérité survit. Au XXe siècle, des musicologues et historiens redécouvrirent ses œuvres. On sait aujourd'hui que ses concertos pour violon influencèrent Mozart lors de son séjour à Paris en 1778. Ils partagèrent même un temps la même résidence. Ce que nous entendons dans sa musique n'est pas seulement du génie, c'est le son de la résistance. Ainsi s'achève l'épopée du chevalier de Saint-Georges, non dans l'oubli que Napoléon et les siens avaient si ardemment désiré, mais dans une renaissance éclatante que le temps et la justice ont fini par imposer. Joseph Bologne n'a pas seulement été musicien, escrimeur, colonel et symbole. Il a été la preuve vivante, vibrante et irréfutable que le génie transcende la couleur de la peau, que le courage défie les chaînes et que l'intelligence noire peut illuminer les salons les plus sombres de l'Europe. Aujourd'hui, ces concertos résonnent à nouveau dans les salles de concert du monde entier, de Paris à New York, de Tokyo à Dakar. Ces partitions, sauvées des flammes, inspirent de nouveaux virtuoses et rappellent à chaque note que l'histoire n'appartient pas aux vainqueurs qui brûlent les archives, mais à ceux qui refusent le silence. Joseph a vaincu 2 fois, d'abord par son existence même, ensuite par sa survie dans notre mémoire collective. À nous désormais d'amplifier sa voix, de partager son nom, de faire retentir sa vérité. Car tant que ces cordes vibreront, aucun empire ne pourra plus effacer la lumière d'un homme qui a osé être libre, brillant et noir, dans un monde qui le lui interdisait.
Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette histoire trop longtemps cachée. À votre tour, racontez-la, jouez-la, défendez-la. La flamme de Saint-Georges ne s'éteindra jamais. Eh bien les amis, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.